faites place à Stéphane Mallard. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir ici. Je suis absolument ravi d'être avec vous pour parler de disruption. Et avant de commencer, je voulais vous raconter une petite histoire. Ça se passe quand j'ai commencé à travailler. Il y a quelques années, j'ai eu la chance et l'immense privilège de travailler dans un cabinet de conseil. On m'avait dit que c'était hyper stimulant intellectuellement, on m'avait dit que c'était prestigieux, que j'allais jamais m'ennuyer, etc. Bon, en vrai, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Premier jour, j'arrive dans l'open space, je m'assois en face de l'associé qui m'avait recruté et il m'envoie un mail, alors qu'on était juste en face, pour me dire « et l'air occupé ». Quoi qu'il arrive, et toujours l'air occupé. Je me dis « ok, c'est le premier jour, très bien ». Je ne bronche pas. Quelques instants après, je me lève et là, je me balade dans l'open space et je vois tout le monde sur les écrans, soit sur des sites sportifs, soit en train de faire du shopping. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde du travail. Même si je débute, je me dis, c'est un petit peu bizarre. D'un côté, on me met une pression énorme pour me recruter, avec des tests hyper compétitifs, on fait comprendre que ça va être très complexe, énormément de challenges, etc. De l'autre, je vois aussi énormément de gens en costume, avec des cravates, qui ont l'air sérieux, avec des titres très importants, qui se forcent à parler d'une manière que personne n'emploie dans la vraie vie. Et puis, de l'autre côté, on me dit « et l'air professionnel ». Je me dis « bon, ok, c'est bizarre ». Quelques années après, je travaille dans un grand groupe, et alors là, je me rends compte que ça empire avec les années. Les gens arrivent le matin au travail dépités le lundi, et ils attendent juste le vendredi pour oublier. Ils parlent que de leurs avantages, de leur salaire, de leurs bonus, et ils se refilent des contacts entre grands groupes pour pistonner leurs enfants. Je me dis, ok, là, il y a un sérieux problème, et en plus, ça se transmet de génération en génération. En fait, ce que je découvre lorsque je commence à travailler, c'est que les gens sont malheureux, mais qui préfèrent être malheureux plutôt que de changer, plutôt que d'oser le changement. Le problème, c'est qu'on entre dans une période, cette fameuse période de disruption, où cette attitude ne sera plus valable, où tout le monde va devoir changer et changer à une vitesse extrêmement rapide. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura de la place et des opportunités absolument partout, mais il va falloir absolument changer. Cette période de disruption dans laquelle on entre, c'est le mot qu'on entend absolument partout, que les anglo-saxons emploient tout le temps, c'est une période dans laquelle on ne vit plus une révolution, c'est-à-dire lorsqu'un système arrive à bout de souffle et qui tombe, parce que des forces extérieures le poussent, mais dans laquelle on force à rendre obsolète absolument tout ce qui nous entoure en utilisant la technologie. Quand je dis tout ce qui nous entoure, c'est aussi bien nos métiers, nos manières de travailler, nos compétences, nos profils, nos usages. Tout ça est remis en cause en ce moment par des entrepreneurs, des start-up, des capitaux risqueurs aux États-Unis qui se demandent pour tout ça comment est-ce qu'on peut rendre chacune de ces choses obsolètes grâce à la technologie. La raison pour laquelle on entre dans cette période en ce moment, c'est parce qu'on a une convergence de technologies de plus en plus mature, en particulier l'intelligence artificielle. Il y a une explosion ces dernières années à propos de l'intelligence artificielle parce que ça n'est plus de la science-fiction. Depuis les années 50, on a tenté de créer des machines intelligentes, mais on n'y arrivait pas. Tout simplement parce qu'on ne savait pas exactement ce que c'était que l'intelligence. On programmait les machines avec des règles, sauf qu'on sait très bien que l'intelligence, ce n'est pas des règles fixes. Du coup, on a changé d'approche. On s'est mis à entraîner, à éduquer des machines, des ordinateurs avec des données pour leur faire faire des choses dont on dit qu'elles relèvent de l'intelligence. Et ça marche extrêmement bien. Toutes nos fonctions cognitives sont aujourd'hui en train d'être modélisées grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Pas toutes au même rythme, pas toutes avec les mêmes niveaux de performance, mais on a des ordinateurs aujourd'hui capables de mieux reconnaître leur environnement visuel que des êtres humains. On a des intelligences artificielles aujourd'hui capables de diagnostiquer des cancers sur des imageries médicales, là où les médecins sont incapables de poser des diagnostics. En revanche, les machines ont toujours beaucoup de mal à manipuler le langage, soit à comprendre le langage, soit à s'exprimer par elles-mêmes. Mais ça va très très vite. Quand je dis que toutes nos fonctions cognitives sont en train d'être modélisées, je pense même à la créativité. Tous ces sujets vont extrêmement vite, ça n'est plus de la science-fiction. Et ça change absolument tout, dans tous les secteurs. La médecine va être absolument révolutionnée
par l'arrivée des algorithmes d'intelligence artificielle. On va accélérer la recherche, on va faire des diagnostics beaucoup plus fiables, beaucoup plus précis, on va être meilleur aussi dans les traitements, et on va même faire de la médecine prédictive. Dans le secteur de l'énergie, on commence à faire des économies absolument stupéfiantes. On a Google qui a été capable de baisser de 40% sa facture d'électricité sur le refroidissement de ses serveurs, avec une intelligence artificielle qui gère l'énergie toute seule. On a des algorithmes qui font de la relecture de contrats. On a une banque américaine qui a été capable de faire 360 000 heures de travail d'avocat en un peu plus d'une seconde. Tout ça, ce n'est pas des faux chiffres. Évidemment, c'est les choses les plus impressionnantes qu'on fait avec l'intelligence artificielle en ce moment. C'est tout ce qui sort dans la presse. Mais il va falloir s'y habituer, parce que tous les jours, on a des progrès dans tous les domaines, et ça va beaucoup plus vite que prévu. Ce que ça change dans le monde économique et dans le monde du business en particulier, c'est que ça change absolument tout. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. Elle a une valeur d'usage qui est considérable, mais elle n'a plus de valeur économique. Une entreprise ne peut plus gagner d'argent uniquement avec de la connaissance. Pourquoi ? Tout simplement, rappelez-vous vos cours d'économie, grâce à la loi de l'offre, parce qu'elle est disponible en abondance. La connaissance médicale est abondante, la connaissance juridique aussi, etc. La connaissance est partout. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est le traitement de la connaissance, autrement dit l'expertise. Ça ne sert à rien d'avoir toute la connaissance en abondance, si vous ne pouvez pas la traiter, vous ne pouvez rien en faire. Donc dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'expertise qui a de la valeur. Mais grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, puisqu'on ne programme plus des machines, mais qu'on les entraîne à atteindre des objectifs, l'expertise aussi deviendra une commodité et n'aura plus de valeur économique. C'est le médecin qui entraîne l'intelligence artificielle à reconnaître des cancers sur de l'imagerie médicale. C'est l'avocat qui entraîne l'intelligence artificielle à sélectionner des arguments pour une plaidoirie, à les structurer, à les trier, à mettre des probabilités de raisonnement d'un juge en face, etc. C'est même le programmeur informatique qui entraîne l'intelligence artificielle à générer son propre code. On a même des intelligences artificielles qui génèrent d'autres intelligences artificielles aujourd'hui. Tous les métiers sont concernés. Donc, la connaissance n'a plus de valeur économique. Demain, l'expertise n'en aura plus. Et entre nous, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que nous, les êtres humains, on n'est pas bons en expertise. On est très arrogants sur notre intelligence. D'ailleurs, on n'arrête pas de comparer les machines à notre propre intelligence, en se demandant si elles vont nous dépasser ou pas. Comme je vous le disais, c'est déjà fait sur la capacité à reconnaître ce qu'il y a sur des images médicales. Mais ce qu'on ne voit pas surtout, c'est qu'on est très mauvais en expertise. Prenez 3 experts ou 4 experts dans n'importe quel domaine, ils auront tous des expertises, des avis, des diagnostics différents. Ça marche pour des médecins, les avocats, même les garagistes. Bon, les garagistes, c'est peut-être encore autre chose. Mais on est très mauvais en expertise. Grâce à l'intelligence artificielle, les êtres humains vont perdre l'expertise puisqu'on va confier tout ça aux algorithmes. On va faire monter le niveau d'expertise. Qu'est-ce qui nous restera pour nous différencier et créer de la valeur, nous les êtres humains ? Tout simplement, les trucs où on est bon, nous les êtres humains. L'empathie, l'humour, l'amour, la confiance, la relation, l'interaction avec l'autre. Vous n'irez plus demain chez votre médecin pour son expertise médicale, puisque ce sera fait par des algorithmes et c'est bien mieux pour tout le monde. Mais vous continuerez à aller dans le cabinet du médecin parce qu'il vous écoute, parce qu'il vous rassure, parce qu'il vous conseille, parce qu'il y a un lien empathique extrêmement fort entre vous et lui. Ça s'appelle l'effet placebo. L'effet placebo chez les êtres humains, il est considérable. Chez les médecins, c'est 30 à 35% en moyenne, chez le généraliste. Vous vous sentez 30 à 35% mieux en sortant du cabinet du généraliste alors qu'il n'a rien fait. Cet effet placebo, il est extrêmement important pour les êtres humains. Il existe dans tous les domaines, pas dans les mêmes proportions, mais dans une négociation d'affaires, dans une campagne politique, dans une campagne de communication, dans une discussion avec les autres. Cet effet placebo, il est considérable. Nous, les êtres humains, on va se différencier là-dessus. L'enjeu demain, pour les individus et pour les entreprises, ça va être d'avoir ces compétences d'excellents êtres humains dans les interactions. On appelle ça des soft skills. Ça veut dire être capable de réagir avec empathie avec l'autre pour pouvoir être vu comme quelqu'un de confiance. Parce qu'il faut se dire quelque chose. C'est qu'on entre dans un monde algorithmique où l'intelligence artificielle sera partout. Et l'enjeu, ça sera aussi de convaincre ces algorithmes d'intelligence artificielle de notre niveau d'empathie et de confiance. Les entreprises, demain, ne vont plus convaincre leurs clients.
elles vont devoir convaincre les intelligences artificielles, les algorithmes, les filtres algorithmiques de leurs clients qui seront disponibles sur les smartphones du futur ou les dispositifs qui existeront demain. L'enjeu est considérable dans cette phase de disruption au regard de l'empathie. La deuxième chose qui risque d'être assez surprenante pour les êtres humains, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de se rendre compte, et ça va être une blessure narcissique pour beaucoup d'entre nous, qu'on est beaucoup plus prévisible qu'on le pense. Ça, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir énormément de mal à l'accepter. On sait déjà des choses comme ça en sciences sociales. C'est le rôle des sciences sociales, de l'économie, de l'économétrie notamment, de trouver des corrélations, des variables indirectes pour découvrir, déduire des choses à propos de vous, à propos des entreprises, lorsqu'elles n'ont pas l'information, simplement par corrélation. Vous savez, lorsqu'un assureur vous fait remplir un formulaire, il vous demande certaines choses, mais en réalité, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut juste déduire des choses sur vous, vous n'allez pas lui dire, avec le bon modèle assurantiel, simplement avec les données que vous avez mises dans le formulaire. Ben là où je veux en venir, c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va en permanence être évalué et on va déduire plein de choses sur nous, à notre comportement avec la technologie. Tous les logiciels que vous utiliserez, toutes les technologies que vous utiliserez seront connectés à des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont vous analyser en permanence pour déduire des choses à propos de vous. C'est déjà le cas aujourd'hui. Lorsque vous utilisez une plateforme comme Facebook, à l'heure à laquelle vous l'utilisez, à la fréquence d'utilisation de la plateforme, à qui sont vos amis, à ce que vous postez ou ne postez pas d'ailleurs, à, encore une fois, des choses comme le déplacement de la souris sur l'écran, truc aussi bête que ça. Facebook est capable de déduire des choses assez stupéfiantes. Ils sont capables d'anticiper si vous avez un risque de vous suicider de manière imminente. Et ils ont sauvé des vies comme ça marche très très bien, simplement à l'utilisation de la plateforme. Ils sont capables aussi de connaître vos humeurs en temps réel, et même d'influencer vos humeurs. Ils sont capables de savoir pour qui vous allez voter, et même d'influencer votre vote, comme on l'a vu dans la presse avec le scandale Cambridge Analytica. Et ils sont même en mesure de savoir si vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, ou même de vous séparer. On est beaucoup plus prévisible qu'on le pense, et en utilisant la technologie, on va s'en rendre compte de plus en plus. Ça va être une blessure narcissique énorme pour la plupart d'entre nous. Le problème de cette période de disruption dans laquelle on entre, comme je le disais, c'est qu'elle cherche à rendre obsolètes toutes nos manières de faire, de penser, de voir le monde et d'agir aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour se préparer à cette période de disruption, il va falloir adopter ces modèles. L'enjeu en ce moment pour les entreprises, c'est de faire une transformation digitale. Autrement dit, elles essayent de mettre du digital, et en particulier de l'intelligence artificielle, dans tout leur processus, dans leur manière de faire. Autrement dit, elles essayent de mieux faire leur métier, leur cœur de métier, avec la technologie. C'est la pire erreur à faire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous savez comment ça s'appelle ? Partir de son cœur de métier, de ses compétences, et essayer de mieux le faire, d'être plus productif, d'être plus performant grâce à toutes ces technologies. Ça s'appelle Kodak, ça s'appelle BlackBerry, ça s'appelle Yahoo, ça s'appelle tous ceux-là qui ont disparu et bien d'autres. Pourquoi ? Parce que tous ces acteurs, ils sont partis de leur cœur de métier. Kodak, son métier, c'était d'imprimer des photos. Et ils se sont demandé comment mieux faire leur métier avec le digital. Kodak avait inventé le numérique, ils n'y ont pas cru, ils se sont trompés. Mais lorsque l'appareil numérique a commencé à décoller, on a commencé à prendre beaucoup de photos avec nos smartphones, ils se sont dit, génial, notre métier c'est d'imprimer des photos, on va faire fortune. Les gens vont imprimer plein de photos. Jamais ils auraient imaginé que les gens arrêteraient de prendre des photos pour les imprimer physiquement, mais qu'ils les regarderaient uniquement sur les réseaux sociaux ou sur leur smartphone. Autrement dit, dans la période de disruption dans laquelle on entre, il ne faut surtout pas partir de ses compétences et de son cœur de métier, mais imaginer que ça a déjà disparu, que c'est déjà devenu obsolète. Et vous savez, quand on regarde la différence entre les entreprises traditionnelles et les disrupteurs, en particulier dans la Silicon Valley qui font ça tout le temps, c'est assez radical. Les disrupteurs font ça tout le temps. Netflix, par exemple, le spécialiste de la vidéo en ligne, ils ont fait ça plusieurs fois. Au départ, Netflix, ils envoyaient des DVD par la poste. Sauf qu'ils se sont dit, non, c'est fini les DVD, maintenant on va faire du streaming, on va faire de la vidéo en ligne. Alors quand le patron a annoncé ça aux investisseurs, déjà ils ont fait une crise cardiaque. Ils se sont dit, mais il est fou, c'est super rentable, c'est notre cœur de métier, on gagne plein d'argent, hors de question. Déjà, il les a achevés.
Mais il a été plus loin. Il leur a dit non seulement on va faire de la vidéo en ligne, mais la vidéo en ligne, ça vaudra 0. Ça deviendra une commodité. Alors là, ils sont par terre, les investisseurs. Il veut tuer notre business pour un truc qui aura 0 valeur. Parce que ce que pensait le patron de Netflix, c'est que la valeur, ça allait être une expérience exceptionnelle avec une interface, design, etc. Des algorithmes de recommandation qui, en fonction de vos données, vous recommandent quel film ou série regarder. Et en plus de ça, maintenant, la production de films et de séries. C'est ça la valeur de Netflix. Autrement dit, ils ont sabordé leurs actifs, leur rentabilité, leur cœur de métier pour inventer autre chose. Mais maintenant, le patron de Netflix, il va encore plus loin. Il a déclaré récemment qu'avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, les biotechnologies, les découvertes en neurosciences, le futur du divertissement, ce ne serait plus de regarder un film, ce serait d'aller dans le film. Et il ne pensait pas aux casques de réalité virtuelle augmentée, à toutes ces technologies qu'on voit en ce moment. Il pensait à des espèces de drogues hallucinogènes, comme le LSD, les champignons, enfin un truc parfaitement légal, encadré par les autorités, validé par les professionnels de santé, quelque chose de totalement légal, qui rappelle d'ailleurs le soma dans le meilleur des mondes, pour ceux qui ont lu Aldous Huxley. Là où il voulait en venir, c'est que la disruption du divertissement allait venir de l'extérieur du secteur du divertissement, que ça allait être les laboratoires pharmaceutiques qui allaient investir le secteur du divertissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la période de disruption qu'on est en train de vivre en ce moment, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, personne n'est à l'abri. C'est ça la bonne nouvelle. Tout le monde est dans le même bateau, peu importe notre industrie, notre secteur, notre profil, nos compétences, notre formation, tout le monde est concerné. Mais surtout, le changement est obligatoire. Et pire que ça, parce que ça on nous le dit tout le temps que le changement est obligatoire, pour réussir, il faut se saborder. Il faut se rendre soi-même obsolète. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un, quelque part, une start-up, un entrepreneur, est en train de rendre votre métier, vos compétences, votre profil obsolète. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, si on prend les métiers par exemple, si un métier a besoin d'être fait aujourd'hui, c'est qu'il existe un problème. Et si on est capable de rendre ce problème obsolète, on l'aura fait disparaître. Et on pourra se consacrer à un autre problème. Et souvent, effectivement, quand on est concerné par ce métier qu'on fait disparaître, ça nous pose un problème. Quelle activité on va faire, etc. Mais en réalité, dans certains cas, on est content de faire disparaître ce problème. Je faisais une conférence récemment pour des experts comptables, et je leur ai dit, mais qui aime la comptabilité parmi vous ? Il n'y en a pas un seul qui a levé la main. Je leur ai dit, mais vous serez content si on faisait disparaître la comptabilité en l'automatisant avec l'intelligence artificielle. On aura résolu le problème de la comptabilité, plus besoin d'en faire, on pourra passer à d'autres problèmes. Ils m'ont dit, oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies ? Eh bien ça, aucune inquiétude, parce que dans le monde dans lequel on entre, on a plein d'opportunités absolument partout. C'est vrai qu'il y a une inconnue sur le nombre d'emplois qu'on va recréer dans cette révolution. On ne sait pas si on va recréer autant, voire plus d'emplois que ceux qu'on va détruire. Il y a 2 écoles là-dessus. Ceux qui nous disent l'histoire va se répéter, la technologie a toujours détruit des emplois, mais on en a recréé d'autres qu'on ne connaît pas. Schumpeter, la destruction créatrice. C'est plutôt des économistes qui nous disent ça habituellement. De l'autre côté, cette fois on trouve des visionnaires. On trouve des gens comme Bill Gates, comme Elon Musk, comme Stephen Hawking, comme le patron d'Uber, patron d'Airbnb. Des gens comme ça qui nous disent non, cette fois-ci c'est différent. Cette fois-ci c'est différent parce qu'avec l'intelligence artificielle, on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain au travail. On s'attaque à son intelligence. Comment recréer des jobs si ce qui nous permettait d'en recréer avant, notre intelligence est en train d'être modélisée. On a ces 2 écoles en ce moment. Impossible de connaître la réponse, savoir si on va recréer plus de jobs que ceux qu'on va détruire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a tellement de nouveautés dans le monde d'aujourd'hui que si on s'amuse soi-même à se rendre obsolète, pour l'instant, il y a énormément de choses très excitantes à réinventer dans tous les domaines. On n'est pas encore à cette période où les machines ont pris tous les jobs, si c'est ce scénario qui se réalise. Donc n'ayons pas peur de cette nouvelle vague. Entrons dans la disruption, gardons en tête que nous sommes tous concernés et surtout, voyons les opportunités pour l'humanité. Voyons la valeur que ça crée. Pensons aux maladies qu'on va guérir très très vite avec ces algorithmes qui vont accélérer la recherche. Pensons aux vies qu'on va sauver sur les routes avec les voitures sans chauffeur connectées.
Tout ça, c'est de la valeur. Mais pour accélérer cette entrée dans la disruption, il faut que chacun cherche à se rendre obsolète pour se réinventer. Merci à tous pour votre attention.